853 adhérents. Et puis on est parti, on s'est assis avec monsieur le maire, on a discuté avec lui. Monsieur le maire, je suis ici pour faire du business. Oui, c'est du commerce, c'est du tien donnant. C'est pas, tu vas voir monsieur le maire que tu lui dis, vous allez me donner quoi? Non, 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 tu viens avec une liste. Monsieur le maire, ça, ça, ça. Oui. Vous voulez votre poste? Je vous le garantis, 850 personnes vont voter pour vous. Vous avez gagné la dernière fois à 50 voix, à 200, à 300 voix. Il fait quoi, monsieur le maire, à ton avis? Il fait ruku' sujud. Oui. Salam à ceux qui ont suivi le chemin du Koufr et salut aux autres. Bienvenue dans cette nouvelle série du collectif Exmus, intitulée « Sur les jalons de l'apostasie ». Cette nouvelle série, par la grâce de Dieu, nous permettra au cours des prochaines semaines et des prochains mois de détailler la pensée du collectif Exmus et de rentrer dans les arcanes de l'apostasie, ainsi que d'établir une critique de l'islam, laquelle sera argumentée par des textes de référence, des théologiens musulmans, des prédicateurs, mais aussi par des musulmans dits de la masse, ainsi que des non-musulmans. Nous vous souhaitons un bon visionnage, et rappelez-vous, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous entamons ce premier épisode en explorant une vidéo de la chaîne d'Ousmane Timéra intitulée « Des fatwas pour appeler au meurtre ». Cette vidéo d'une durée de 19 minutes et 56 secondes a été mise en ligne le 27 décembre 2016, ce qui remonte à plus de 6 ans à présent. Ousmane Timéra s'est rendu chez les responsables de Radio Hihi le samedi 22 octobre 2016 à Bruxelles. Lors de cette rencontre, un échange fascinant a eu lieu, comme c'est souvent le cas sur Radio Hihi. Dans cette introduction, nous nous concentrerons exclusivement sur la première partie de la vidéo, en mettant en avant la première intervention qui guidera notre analyse et nous aidera à constituer notre premier milestone. Comme à notre habitude, nous vous invitons à regarder l'ensemble de la vidéo et à garder un esprit critique, même si celle-ci fera l'objet d'une analyse ultérieure dans un prochain épisode. Donc ma question, c'est celle, entre guillemets, je disais, qui me touche moi, mais qui touche aussi toute une partie des musulmans, qui est, voilà, concrètement, il y a eu à un moment donné, donc pour pas le citer, on va dire le grand pop d'une certaine école musulmane. Ah oui. On a dit qu'on ne citait pas, mais bon. Hafizahullah. Hafizahullah, ouais, d'accord. Moi je suis laïque. Qui a, entre guillemets, transformé, et d'accord, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à avoir fait. Elle a fait Salman Rushdie quand même. On fait avant lui. A fait passer la fatwa, qui est quand même, donc la vie juridique, qui a une portée symbolique dans la croyance musulmane populaire, a fait transformer un avis juridique en contrat d'assassinat. Est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? Oui. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Ces filtres. Et moi je disais, ce qui me gêne, c'est que des prédicateurs en France, bien connus, qui ont une certaine influence auprès des musulmans, ont non seulement exprimé leur accord donc, avec ce mode de pensée publiquement devant l'auditoire musulman, mais aussi ont légitimé avec des liens politico-religieux. Et moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que justement, toute les catégories des musulmans influents, des philosophes, des intellectuels, tout ce qu'on veut, n'ont pas justement, n'ont pas désigné la personne, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui est pertinent, mais désigner ce type de discours en expliquant en quoi c'était dangereux et en quoi la personne qui l'a commise, ou les personnes qui l'ont commise, ont été irresponsables
et quelles sont les conséquences entre guillemets dramatiques ou graves que cela peut causer. Je donne un autre exemple par rapport à la personne qui aurait dit que, enfin qui a dit que entre guillemets transformer. Je prends toujours cet exemple parce que pour moi c'est plus frappant et puis c'est contemporain et assez récent. Que voilà, la musique transforme en porc des enfants. Ok, d'accord. Comment se fait-il que des personnes, même qui sont entre guillemets proches de lui, n'ont pas justement dénoncé ce type de discours? Pourquoi faut-il attendre quasi systématiquement que ce soit des non-musulmans qui dénoncent ce type d'agissement, au point que lorsque des musulmans par après disent oui, effectivement, ce qui se dit là c'est grave, nous serions catalogués comme des personnes qui veulent attaquer les musulmans, et donc tu as toutes des réactions entre guillemets tribales. Non, il faut le défendre, c'est notre frère, etc. Pourquoi faut-il systématiquement, ou qu'est-ce qui fait plutôt, qu'est-ce qui fait que quasi systématiquement nous attendons que ce sont parfois même si j'aime pas le terme, on dirait des islamophobes qui dénoncent, qui montrent du doigt l'histoire de la musique des enfants. C'est pas un site, c'est pas Umma.com ou autre qui l'a dénoncé. Il a fallu attendre que c'est un site quand même, c'est tendancieux, qui l'ait dénoncé, qui a fait un peu de buzz pour qu'il y ait une réaction. Et encore, la réaction, elle était plus dans oui, mais non, il faut pas le juger. Nous aussi, à l'époque, on avait peut-être on était peut-être pas très loin, mais on a évolué. Non, mais quand quelque chose est grave, parce que c'était grave. On est d'accord. C'était une violence faite à des enfants. C'est une violence psychologique. Oui, mais voilà, je sais qu'aussi on pourrait revenir sur le rapport de la violence. On a un rapport à la violence qui est peut-être différent, qui est mal compris. Parfois c'est voilà, quand c'est des mots, c'est pas grave. Si il y a des études qui le démontrent, et je pense que je suis bien placé pour le savoir dans le travail que j'effectue. Le poids des mots. Le poids des mots surtout sur des enfants, a une incidence et une influence très grande. On crée des traumas ou des mini-traumas ou des ancrages qui vont par la suite conduire à des comportements ou des manières de penser, des dialogues internes qui parfois peuvent, entre guillemets, limiter la personne dans sa pensée, ou parfois bousiller sa vie. Fait des inhibitions. Ouais, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Par le biais de cette introduction, nous avons entendu un des intervenants sur la radio IHI exprimer son désarroi au sujet de la communauté islamique. En effet, si nous devions résumer la séquence, cela pourrait se faire en reprenant son passage où il se questionne « Qu'est-ce qui fait que nous attendons quasi systématiquement que ce soit des islamophobes qui dénoncent et montrent du doigt les problèmes ?» Il a également abordé la question de l'inaction de certains prédicateurs face à certains discours. Pour comprendre ces questions, nous vous proposons d'étudier une vidéo de Hassan Iqiyoussen au sujet de l'histoire de l'islam de France et de décrypter le discours des alaïstes. Hassan Iqiyoussen est né le 2 juin 1964 à Denain. Son père fait partie de la première vague d'immigration marocaine qui s'installe en France en 1936. Surnommé le prêcheur des cités, il est l'un des fondateurs des JMF, Jeunes musulmans de France, et l'une des têtes d'affiche des frères musulmans de l'UOF. Depuis décembre 2012, Hassan Iqiyoussen diffuse via sa chaîne YouTube des cours de religion ainsi que des conférences qu'il mène sur des sujets variés tels que l'histoire ou la politique. D'après le rapport intitulé « La fabrique de l'islamisme », élaboré sous la direction de Hakim El-Karoui, nous pouvons constater au travers de la page 326 que Hassan Iqiyoussen incarne la tendance la plus rigide et virulente des frères musulmans en France, notamment en ce qui concerne des sujets délicats tels que le statut de la femme et les relations avec la communauté juive. Malgré la date de publication du rapport en septembre 2018, nous repérons à la page 504 un tableau établissant le positionnement de Hassan Iqiyoussen dans le YouTube Game. En l'année 2018, il occupait la seconde place parmi les comptes musulmans les plus suivis, cumulant plus de 17 millions de vues, position inférieure à celle de Rachid El-J et essaie presque 24 millions de vues. Il est également mentionné dans ce rapport que plus de 80 000 individus seraient influencés par des idéologies proches des frères musulmans, d'après les estimations. Au sein des 561 vidéos présentes sur la chaîne de Iqiyoussen, nous allons à présent nous pencher sur la vidéo intitulée «
L'islam de France, de 1945 à 2114. Remontant au 27 mai 2014, cette vidéo compte désormais plus de 9 ans d'existence, mais les thématiques abordées demeurent d'une pertinence actuelle. Cela nous fournira une base solide pour démarrer notre exploration. Dans cette étape initiale, nous commencerons par la visualisation complète de la vidéo que nous avons sous-titrée et mise en évidence certains éléments. Par la suite, dans l'épisode à venir, nous entreprendrons des commentaires et une analyse complète, tout en fournissant des éléments de réflexion qui permettront à tous les spectateurs de saisir les subtilités, les dribbles et les contradictions inhérentes à la tradition islamique, menant inexorablement à l'apostasie. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le titre a été bien choisi. Je n'avais pas fait attention au 114. 2114, effectivement, si on parle du passé, c'est pour comprendre le présent, mais surtout pour se projeter dans l'avenir. Sinon, c'est une perte de temps que de ressasser des choses qui sont déjà passées. Dieu, quand dans le Coran, nous parle des peuples qui nous ont précédés, al-Umam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ » Il y a des leçons à tirer de ce qui arrive au peuple, de ce qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés. Vous avez dans les histoires et les récits des peuples qui vous précèdent des leçons. Des leçons pourquoi? Pour justement préparer, vous projeter dans l'avenir, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour perdurer dans le temps, car l'objectif c'est d'être et de rester croyant jusqu'à la fin des temps. Donc, les musulmans et l'islam en France, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Il est évident que la présence de l'islam est bien antérieure à 1945. Les premiers musulmans installés en France remontent à la période de la conquête musulmane du sud de l'Europe, de la Sicile, de la Sardaigne, de l'Andalousie, l'Espagne, Portugal, les îles Baléares et la Septimanie, tout le sud de la France. Ils sont restés là-bas plus de 2 siècles. Et puis après, il y aura sans arrêt des musulmans qui viendront, qui resteront, d'autres qui seront uniquement de passage. À un moment donné, la France avait de bonnes relations avec l'Empire ottoman, au temps de François Ier. Les musulmans ont eu quelques mosquées dans le sud de la France, du côté de Toulon et de Nice. Il y avait des échanges commerciaux. On a même eu des géographes musulmans qui sont passés par la France pour aller dans les pays nordiques. Ils nous ont laissé des récits où ils décrivent la géographie, mais aussi ils font de la sociologie, comment les non-musulmans vivaient à l'époque. Ils ne nous parlent pas, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité sans doute de musulmans, de communautés musulmanes. Il faut attendre bien plus tard pour que nous ayons des communautés musulmanes, surtout avec la colonisation de l'Algérie. À partir de ce moment-là, des musulmans d'Algérie vont s'installer en France en tant qu'individus. Et puis, on arrive au XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Là, il y a un peu plus de musulmans qui arrivent en France, puisqu'on a besoin de quoi? On a besoin de soldats pour se battre, donc les indigènes. Et certains vont rester, d'autres vont venir pour des raisons économiques et déjà commencer à travailler. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment le débarquement, puisqu'on va faire appel à cette main-d'œuvre. Après avoir ramené des gens pour repousser le nazisme, n'est-ce pas? Et nos parents et nos grands-parents sont morts par milliers, par dizaines de milliers. Vous le savez ça. Nous avons encore quelques cimetières. D'ailleurs, chez nous, dans le nord, dans le Pas-de-Calais, on en a un, Notre-Dame de Lorette. Non, vous ne vous souvenez pas? Il a été profané plusieurs fois, celui-ci chez nous dans le nord.
À plusieurs reprises, il a été profané ce cimetière. Alors je ne comprends pas ces gens qui vont salir la mémoire de personnes qui sont mortes pour libérer la France. À la rigueur, qu'ils profanent le cimetière, je sais pas, de colons, d'envahisseurs musulmans, je veux bien. Mais aller salir la mémoire de personnes qui ont versé leur sang pour que la France se libère, c'est de l'aveuglement, c'est de la haine, c'est de la folie. À moins qu'ils aient un objectif, non? Pensez pas? Lequel? Le racisme? Bon, je pense que ceux qui sont racistes le sont déjà, et ils ne sont pas racistes parce que nos parents sont morts pour libérer la France. L'objectif de ces gens-là, vous savez, c'est quoi? C'est de nous pousser, nous, les fils de ces martyrs de l'indépendance et de la liberté de la France, à détester justement la France. On va se dire, regardez, nos parents sont morts pour la France, n'est-ce pas? Et vous avez vu comment on salit leur mémoire? Donc, ils sont morts pour rien. Et la France ne nous aime pas. Donc, on n'est pas français, on ne sera jamais français. D'ailleurs, même si on prétend être français, sachez qu'ils ne veulent pas de nous. Vous entendez? Ce sont des actes qui ont pour objectif de nous pousser, nous, Français, musulmans, fils de martyrs pour la libération de la France, à renier notre identité française pour qu'on soit des nomades et non pas des autochtones enracinés. Car ce que craint l'islamophobe raciste, c'est le musulman enraciné dans sa culture française et sa religion musulmane. La preuve, dans les années 50, 60, jusque fin des années 80, il n'y avait pas d'islamophobie. Demandez à vos parents, ils vous le diront. Ils vivaient en parfaite entente avec leurs voisins non musulmans. D'ailleurs, ils travaillaient ensemble. Chez nous, dans le nord, dans les mines, le traitement était le même pour tout le monde. Quand il y avait un coup de grisou, les mines n'étaient pas racistes. Elles emportaient les musulmans, les non-musulmans, les arabes, les polonais, les italiens. Ils ont vécu ensemble la misère et la galère. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de xénophobie. Pourquoi? Parce que nos parents étaient exemplaires, certes, mais, ouvrez bien vos oreilles, à l'époque, ils n'étaient pas pratiquants comme ils le deviendront par la suite. La plupart de nos parents, dans les années 50, 60, 70, n'accomplissaient pas la prière. Très peu jeûnaient. En fait, leur identité spirituelle religieuse était très intime. Ils étaient musulmans et ils le gardaient pour eux-mêmes. Ils ne l'exprimaient pas. Ils n'avaient pas une pratique visible. S'ils l'avaient, quelle aurait été la réaction des gens de l'époque? Je ne sais pas. Peu importe. Mais en tout cas, sachez que l'islam existait dès cette période à travers nos parents, mais c'était un islam, j'ai presque envie de vous dire, laïque. Ils étaient musulmans dans la tête, dans le cœur, mais ils ne l'étaient pas dans la pratique, dans la société, sur le lieu de travail, dans la rue. Rien ne se voyait. Donc nos parents, on est allé les chercher après les années 50, après la guerre. On est allé les chercher pourquoi? Parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, il fallait reconstruire le pays. Prenons encore l'exemple de chez nous, le Nord. Le général Morat, ancien général de l'armée française, a été mandaté par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, ceux qui avaient en charge l'exploitation du charbon. Il a été mandaté dans le sud du Maroc
pour ramener de la main-d'œuvre bon marché et docile. Il n'est pas allé chercher ses ouvriers dans les villes, des gens qui peut-être savent lire et écrire ou qui ont une culture entre guillemets ouvrière, donc syndicale. Non, il est allé les chercher dans les campagnes. Certes, ils étaient aussi en très bonne santé, des jeunes, et puis des gens analphabètes, illettrés, mais surtout des gens pauvres, vous entendez, qui vont venir en France parce qu'ils n'ont pas le choix. C'était vraiment la misère et la galère dans le sud du Maroc à l'époque. Quand ils arrivent en France, on les met dans des camps. Vous entendez? Des camps, c'est comme ça que ça s'appelait. On les parquait, on les mettait ensemble. D'ailleurs, toujours à proximité des puits. Comme ça, il n'y a pas de transport. On est sûr qu'ils seront au boulot en temps et en heure. Ils habitaient sur le lieu du travail. Et ils travaillaient matin, midi et soir. Et on leur ramenait tout sur place. La nourriture, il y avait quelqu'un qui passait pour déposer le pain, pour déposer le lait, la viande, mais aussi pour déposer de temps en temps, excusez-moi, pour être franc et clair et net, des prostituées, n'est-ce pas? Donc nos parents ont vécu, c'est un exemple que je vous donne, hein, je parle du Nord, c'est ma région, comme ça, et quand quelqu'un pratiquait l'islam, c'était en catimini. Et d'ailleurs, comprenez-les, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà descendu au fond d'une mine, parfois c'est 1000 mètres, c'est 2000 mètres, il fait chaud en bas. Hein? Peut-être qu'il y a ici parmi nos parents certains qui ont travaillé dans la mine, allez les voir, ils vont vous raconter l'enfer, c'est un enfer. Venez chez nous dans le Nord, il y a le musée de la mine à Le Ward. Ils ont reproduit tout cela et vous allez visiter la mine et vous allez voir ce que c'est. Rien que le bruit des marteaux-piqueurs à lui tout seul suffit pour vous rendre malade. Nos parents ont travaillé dans des conditions très difficiles, donc ils n'avaient pas le temps ni la force de penser à la pratique de la religion. Et en plus, déjà chez eux, au bled, il y a eu une acculturation religieuse. Quand quelqu'un vit dans la pauvreté, il n'a pas le temps d'aller à la mosquée, il n'a pas le temps d'aller à l'école pour apprendre. Les gosses à 8 ans, à 7 ans, ils bossaient. Donc quand ils sont allés à la mosquée, c'est à la maternelle. Ouais, à la rigueur jusqu'au CM1 pour apprendre uniquement le Coran sans comprendre, puisqu'ils n'ont pas pu continuer le cursus scolaire. Donc quand ils arrivent ici, eux-mêmes ne connaissent pas la religion comme il se doit, donc ne la pratiquent pas comme il faut. D'ailleurs, ici chez vous, non, pas chez vous, pardon, en Île-de-France, dans les années 60, l'immigration musulmane, marocaine, algérienne, tunisienne, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup développé à Paris, en Île-de-France? Les cafés. Et les musulmans, tu les trouvais dans les cafés. Et ils buvaient de l'alcool, ils jouaient aux cartes. C'était normal et naturel. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'éducation religieuse, les conditions de vie étaient difficiles, il leur fallait toujours le soir un moment, pourquoi? Pour se voir, pour se défouler. Et en plus, il n'y a pas de mosquée. Et oui, si, il y a une mosquée, la mosquée de Paris, c'est ça? Peut-être un petit foyer. Mais en France, on n'a pas de mosquée. Il y a eu une tentative de la part de l'association des savants musulmans d'Algérie, de Ibn Badis. Ça vous dit quelque chose? Abdelhamid Ibn Badis, un grand réformateur, grand savant musulman qui est à l'origine du réveil islamique en Algérie. Il envoyait des émissaires en France et on a eu des représentants de cette association qui étaient de vrais musulmans pratiquants, qui ont fait de la da'wa, qui ont essayé de prêcher leurs propres frères musulmans pour les ramener vers la pratique. Ils ont créé des associations et ils ont ouvert quelques salles de prière. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et c'était pas évident puisque la guerre d'Algérie est là. Pourquoi? Pour remettre en question toute la liberté
des Algériens en France. Donc nos parents faisaient et pratiquaient ce qu'ils pouvaient de la religion, en sachant qu'ils sont célibataires et lorsqu'ils sont mariés, ils n'ont pas leur femme et leur enfant. Donc ils pensent qu'il y a une chose, c'est les vacances au mois de juillet, août, pour partir un mois, voir leur femme, leur enfant, la famille, commencer à construire quoi? À construire une maison qui va abriter leur famille. Je parle de famille, la grande famille, hein, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, parce que nos parents ont toujours à l'esprit le retour. Attention, ils sont venus pour travailler 1 an, 2 ans, 5 ans. D'ailleurs, ils avaient des contrats limités qui étaient renouvelés sans cesse. Leur objectif, c'était de se faire un peu de fric pour repartir au bled, parce qu'ils ne sont pas chez eux ici. Et c'est normal qu'ils ne soient pas chez eux, parce que ce n'est pas chez eux, et en plus, ils n'ont pas la langue, encore moins la culture. Et comme je vous ai dit, vous avez bien vu, ils vivaient dans quoi? Dans des camps, des ghettos. Même par la suite, les harkis, donc ces Algériens qui ont fait le choix d'être dans le camp de la colonisation, quand ils quitteront l'Algérie, on les mettra aussi dans des camps, hein, pour qu'ils vivent entre eux, des ghettos culturels, etc. Très bien. Il va se passer quelque chose dans les années 70, en 74. Vous vous souvenez la crise du pétrole? Ouais. Donc une crise mondiale. Nos responsables politiques payés pour régler nos problèmes, mais aussi les anticiper, ouais, vont commencer à avoir des idées extraordinaires, les économies d'énergie. Bon, nous on a vécu ça, je me souviens quand on était gosse, hein, la publicité. Mais regardez ce que vont faire nos politiques. Ils vont faire quelque chose qui choque tout esprit rationaliste. C'est la crise, n'est-ce pas? Il y a du chômage, il y a de moins en moins de travail. Le bon sens voudrait que ces centaines de milliers d'immigrés, donc pour la plupart maghrébins, qu'on a ramenés pour accomplir une mission, refaire les routes, les ponts, construire la France, on est en crise, on devrait arrêter les contrats, ne pas les renouveler et les renvoyer chez eux. Vous savez ce que font nos politiques en 1974? Ils votent une loi qui s'appelle le regroupement familial. Ça veut dire quoi le regroupement familial? Ils vont autoriser à nos parents de ramener leurs épouses et leurs enfants. Ça veut dire quoi, ramène ta femme et tes enfants? Ça veut dire, moi, politicien, je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu rentres chez toi. Attendez, c'est la crise, normalement, on arrête l'immigration. C'est le cas aujourd'hui, hein. Vous êtes bien d'accord que ça ne va pas en France. Il y a du chômage, non? Il y a beaucoup de chômeurs. Il y en a combien à peu près? 4 millions? Les emplois précaires, peut-être autant. Le bon sens voudrait qu'on arrête l'immigration, non? Mais on continue à ramener des immigrés. Et pourquoi est-ce qu'on les ramène alors qu'on a des chômeurs? La priorité à nos enfants qui n'ont pas de travail. Vous comprendrez pourquoi par la fin de chambre. Je vous donnerai une explication. Donc c'est la crise et on donne à nos parents la possibilité de quoi? De ramener leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi? Il y a plusieurs interprétations. La première, certains disent que c'est le patronat français qui est derrière cette loi. Hein, ceux qui ont le fric, les capitaux. Ils ont fait pression sur les politiques pour voter cette loi. Pourquoi? Parce que nos parents, c'était des bosseurs. Et des bosseurs dociles. Le politique, nos parents, c'est haram chez eux. Hein, pas de politique. Donc le syndicalisme, ça ne réfleure même pas l'esprit. Et qu'est-ce que veut un patron? Il veut un ouvrier qui le craint. Bon, je veux dire autrement, il veut un esclave. Il ne pouvait pas trouver mieux que nos parents, comme esclaves, avec tout le respect, hein, que nous avons pour nos parents. Mais mettez-vous dans la posture
du patron quand il a en face de lui Mohamed ou il a en face de lui Christophe qui est à la CGT. Christophe, il connaît ses droits. Christophe va se battre pour se faire respecter le code du travail. Nos parents ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur du colon. Donc le patronat ne veut pas perdre cette main-d'œuvre idéale. Ramenez vos enfants, comme ça vous allez rester, vous allez bosser, on va gagner du fric. Et en plus, donc une deuxième raison, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils vont venir avec une femme, des enfants. La génération de nos parents est extraordinaire. C'était combien de gosses? 6, 7, 8 par famille. Donc la population française va augmenter. Et un pays est fort s'il a une population qui est nombreuse et surtout une population jeune. Et en plus, ils vont aller à l'école, n'est-ce pas? La maternelle, le primaire, collège, lycée, la fac. Donc on va les assimiler. Ils vont devenir de vrais Français, pas comme leurs parents, qui ne parlent pas le français ou qui le parlent peu, qui n'ont pas la culture française, qui ont gardé leurs coutumes. Leurs enfants, n'ayez crainte, ils vont s'intégrer. C'est un processus naturel. Donc on est gagnant. Vous me suivez? Très bien. Le problème, c'est que quand nos parents ont ramené leurs femmes et leurs enfants, il y a eu un réveil chez eux, une prise de conscience. Nos enfants doivent être musulmans. Et on fait comment pour que nos enfants soient musulmans? En même temps qu'ils prennent conscience, il y a un travail qui est en train de se faire, qui a commencé dans les années 70, début 70. Un travail de prédication qui est mené par une association, un groupe de musulmans qu'on appelle Jama'at ad-Da'wa wa at-Tabligh. C'est une association qui est née en Inde. Son objectif, c'est quoi? C'est de réislamiser les musulmans. Ils ont fait un constat. Beaucoup de musulmans n'ont de musulmans que le nom et le prénom. Bien que l'islam n'ait pas de nom et de prénom. On est d'accord. En fait, beaucoup de musulmans ne sont pas pratiquants. Donc, il faut quoi? Il faut les ramener à la bonne compréhension de la religion et la pratique de la religion. Ça s'appelle la réforme. Il faut réformer la communauté musulmane. Quels sont leurs procédés? Aller vers les musulmans. Qu'est-ce que faisaient nos imams à l'époque dans les pays musulmans? Ils restaient à la mosquée, ils attendaient que les gens viennent vers eux. Mais qui c'est qui venait vers eux? Les vieux, à la retraite, qui sont proches de la tombe. Les jeunes, tu ne les voyais pas à la mosquée. Donc ces gens-là ont compris que le propre d'un prophète, c'est d'aller vers les gens. Un rasoul, il est envoyé. Ils se sont mis en mode prophète. Nous allons aller vers les gens pour leur réenseigner l'islam. Et quand ils arrivent en France, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que nos parents sont loin de la pratique. Et tout doucement, nos parents vont revenir à la pratique de la religion. Et automatiquement, quand tu pratiques, tu fais quoi? Tu fais ce que vous avez fait dans cette ville, une mosquée. Fin des années 70, les mosquées commencent à quoi? À voir le jour. Grâce aux efforts de ces personnes-là, en fait, ils ne sont pas les seuls à avoir fait des efforts. Il y avait des gens qui avaient déjà commencé des efforts avant eux. Mais c'était dans un milieu qui était très restreint, dans le milieu des étudiants. Car il y avait des étudiants qui venaient des pays musulmans. Alors, la plupart de ces étudiants étaient en Île-de-France, Paris, la Sorbonne, Paris 1, Paris 8, etc. Donc, ces étudiants musulmans, pratiquants, avaient le souci de pratiquer leur religion là où ils étaient. Donc, ils se sont organisés en association. Par exemple, déjà dans les années 60, on a une association qui s'appelle l'Association islamique des étudiants de France, l'AEIF, c'est ça, l'AIEF. On a un grand professeur, le professeur Mohamed Hamidullah, rahimahullah, le premier à avoir traduit le Coran en tant que musulman. Non, il y avait
quelqu'un avant lui, mais il a édité un mushaf où vous aviez le français et l'arabe. Et il a écrit beaucoup de livres sur l'islam. Le professeur Hamidullah était quelqu'un d'actif qui prêchait l'islam. D'ailleurs, on commence à avoir des convertis. On en avait déjà avant avec René Guénon et bien d'autres, François-Étienne Diné. Mais ça reste toujours que l'islam n'est pas descendu, vous savez, au niveau du peuple. Il est resté chez les étudiants, chez quelques convertis. Ceux qui vont faire que l'islam va toucher la population de manière plus importante, ce sont les frères de la Jama'at Da'wa Tabligh. Que Dieu les bénisse et les récompense. Ils sont à l'origine du retour de nos parents à la pratique de la religion. C'est pour ça un clin d'œil. Peut-être qu'ils vont ouvrir leurs yeux et revenir dans le bon sens. Les frères qui les critiquent, les frères qui les conspuent, qui les considèrent comme des égarés, qu'ils se taisent et qu'ils demandent à Dieu le pardon pour leurs péchés qu'ils font. Parler et dire du mal de gens qui se sont sacrifiés, qui continuent à se sacrifier pour que les musulmans comprennent et pratiquent la religion, c'est grave. C'est s'attaquer au travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc fin des années 70, les mosquées commencent à voir le jour, et qui dit mosquée dit automatiquement enseignement de la religion. C'est-à-dire, les enfants vont à la mosquée pour apprendre les rudiments de la langue arabe, pour pouvoir lire le Coran, apprendre le Coran par cœur. Mais tout ça se fait en langue arabe pour les arabophones. Quand ils sont turcs, c'est en turc. Tout ça se fait en arabe, et ça se fait par des gens qui ne sont pas des spécialistes. Vous entendez? Des gens qui font le maximum avec une bonne intention. Les résultats ne sont pas toujours au top, mais en tout cas, sachez que la génération de nos parents, quand elle a pris conscience que l'avenir de leurs enfants en France dépendait de leur attachement à leur religion et à leur culture, nos parents ont fait le nécessaire. Et dès les années 80, là c'est la ruée vers la construction des mosquées. Et c'est exponentiel en fait. Si au début les mosquées, en fait on ne peut pas les appeler des mosquées mais des salles de prière, on achète une maison, on la transforme. Parfois, on était même dans les sous-sols des bars d'HLM. Et ça va durer comme ça pendant plus de 10 ans, 15 ans. Début des années 90, on décide de quoi? On décide de sortir des tombes. Pourquoi? Pour vivre en plein air. Et là, on va voir de véritables projets. 2 mosquées dignes de ce nom. Mais attendez, vous allez voir ce qui va se passer après les années 2000. Dans les années 80, il y a de la prédication made in Tabligh, mais en même temps, ces étudiants musulmans qui vivaient entre eux et qui sont venus en France pour étudier et retourner dans leur pays d'origine, vont eux aussi changer d'avis. Certains n'avaient pas le choix parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer, comme les Syriens. Dans les années 80, 80, 82, la répression en Syrie a commencé contre les islamistes, c'est-à-dire les musulmans pratiquants qui veulent réformer. Donc ces Syriens ne peuvent plus rentrer chez eux parce que le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, a fait voter une loi. Non, c'est carrément un article de la constitution syrienne, l'article 49, toute personne qui appartient à l'association des frères musulmans est condamnée à mort. Ce qui fait que des dizaines de milliers de musulmans syriens engagés ne pouvaient plus retourner chez eux. Ils ont fui la répression, ils se sont installés en Europe, aux États-Unis. Dans les fins des années 80, 87, 89, même chose avec la Tunisie.
Coup d'État, Ben Ali prend le pouvoir et tout de suite il s'attaque à qui? Il s'attaque aux islamistes. Donc des milliers de musulmans tunisiens fuient la Tunisie, se réfugient en France et ailleurs. Vous savez, tous ces étudiants musulmans qui ne pouvaient pas rentrer, et certains qui vont se marier avec des jeunes femmes nées en France, éduquées en France, la deuxième génération, nos parents. Ils ont ramené leurs gosses, ou ils ont fait des gosses en France. Ces étudiants musulmans, désormais maintenant, ils ont la possibilité de se marier parce qu'il y a des musulmanes. Mais ils vont se marier, toujours avec l'intention de repartir. Mais les années passent, ils ne repartent pas, et ils font des gosses. Donc ils commencent à quoi? À s'enraciner. Puisqu'ils s'enracinent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent éduquer leurs enfants. Et comme ce sont des musulmans intelligents, ils ont le souci de l'islam, ils vont participer à l'éducation de la communauté. Et ils vont sortir de leur cercle d'étudiants vers la communauté musulmane, puisqu'ils s'intègrent socialement, économiquement, et ils vont créer des associations. Par exemple, déjà vous avez en 1978 une association qui s'appelle le GIF, le groupement islamique en France. Hada le GIF, boulevard rue Ménilmontant à Paris, c'est le siège, côté de la librairie Sada aujourd'hui. C'est une association fondée par des étudiants musulmans. Donc, le niveau n'est pas le même. On a des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 8, islamistes, je veux dire, qui ont bien compris l'islam et qui ont un projet, c'est d'éduquer les musulmans dans l'islam et de faire que l'islam existe et puisse s'exprimer. Ils vont créer des associations musulmanes dans différentes villes de France et ensuite ils vont créer un groupement d'associations, une fédération d'associations. Et en 1983, naît ce qu'on appelle l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est une fédération d'associations parsemées en France, avec quoi? Avec une stratégie claire, nette et précise. Vous savez laquelle? La sédentarisation de l'islam et de la communauté musulmane. C'est fini le rêve de nos parents. On va retourner au bled. Nos parents, pas nous. Nous, on ne peut pas retourner puisqu'on n'est pas venus. Vous savez, nos parents croyaient et rêvaient qu'ils allaient retourner au bled. Ça, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que les enfants sont scolarisés et grandissent. Puisque nos parents ne vont pas retourner. Et si jamais ils veulent retourner, ils retourneront sans les gosses. On fait quoi avec 1 million, 2 millions, 3 millions de musulmans qui désormais ont une attache avec leur pays? Parce que ces enfants qui sont nés en France, on ne peut plus les considérer comme des étrangers, comme des immigrés, marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, turcs. Pourquoi? Parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont nés en France, scolarisés en France. Et ils vivent 99% de leur temps en France. Quand ils vont dans les pays respectifs de leurs parents, c'est uniquement pour les vacances, accompagnés de leurs parents. Mais écoutez, c'est fini le nomadisme musulman. Des musulmans en France ont compris que l'islam allait, grâce à la présence de la deuxième génération, s'implanter, s'intégrer. Donc il faut lui donner les moyens de s'intégrer à cette sphère géographique qui est la France et l'Europe. Et regardez ce qui s'est passé dans les années 80. Il y avait des débats. Vos parents sont témoins. Quand des savants venaient du monde musulman, on leur posait toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non, d'adopter la nationalité française? Est-ce qu'on peut être français? Est-ce qu'on peut avoir la nationalité française?
Au début, vous savez ce que nous disaient ces imams et ces savants qui venaient des pays musulmans? Haram, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez même pas le droit de rester en France. Sauf si vous avez l'intention d'expliquer l'islam aux non-musulmans. Ces savants-là, certains c'était des quarts de savants, ce n'étaient pas des vrais savants parce que malheureusement l'habit parfois est trompeur, sont allés jusqu'à dire à vos parents que leur présence en France est haram parce qu'ils sont venus pour travailler, gagner de l'argent. Et un musulman n'a pas le droit de vivre dans un pays non musulman parce qu'il est soumis à une loi qui n'est pas musulmane et en plus il est en danger d'assimilation, donc vous devez partir. C'est ce qu'il nous disait, vrai ou faux? Très bien. Après quelques années, quand ils ont vu que nos parents n'ont pas décollé et qu'ils ne voulaient pas partir, ils ont mis de l'eau dans leur thé, ces imams et ces savants, en disant « Écoutez, vous devez changer d'intention. Votre intention première, c'était de venir en France pour gagner du fric, ce qui est haram, et ce qui est haram pour eux, hein. On est d'accord, hein. Mais je vous raconte ce qui s'est passé. Maintenant, puisque vous ne voulez pas partir, sous-entendu, vous ne voulez pas partir, vous restez, changez d'intention, dites à Dieu et à vous-même que vous allez rester en France parce que vous allez pouvoir vous exprimer en tant que musulman et ça permettra aux non-musulmans d'apprendre et de découvrir l'islam. Et puis pour rester en France, vous devez créer des structures, des mosquées, des écoles coraniques, comme on dit, pour que vos enfants soient musulmans. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Nos parents ne parlent plus de retour. C'est fini. Et là, entre 80 et 90, on a la deuxième génération qui atteint l'âge adulte. Ouais. Pour vous dire la vérité, hein, beaucoup de nos jeunes de ma génération n'ont pas eu la chance d'aller dans les mosquées. Il n'y en avait pas assez, il y en avait très peu. Et quand il y en avait, il n'y avait pas de place. Donc, entre 80 et 90, nous allons grandir, nous, non pas dans l'islam, mais dans la culture arabo-musulmane. Je parle pour ceux qui sont d'origine maghrébine. Vous entendez, hein? Nos parents vont nous enseigner un mélange d'islam et de culture. Et le mélange, il est explosif. Ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils de la France quand même, avec un esprit rationaliste, une culture française, donc on va être un peu allergique à la religion comprise par nos parents et transmise par nos parents eux-mêmes qui ne sont pas à la hauteur. Ouais. On va vivre des contradictions. Ouais. Beaucoup d'interdits qui ne sont pas expliqués. Une société ouverte qui pousse à la rationalité. Eh bien, une partie de notre génération vont être désislamisés, de fait, parce que la transmission ne s'est pas faite comme il se doit, et puis bon, je veux dire, le milieu, il a un impact incroyable. Les mosquées qui voient le jour dans les années 80, l'enseignement qui y est dispensé, le travail de prédication des frères de Tablir, l'organisation de l'islam de France via cette structure qui s'appelle l'UIF, tout ça va faire que fin des années 80, on commence à avoir une jeunesse musulmane pratiquante. D'ailleurs, la première affaire du foulard date de quand? 1989, dans la ville de Creil. Regardez, on commence à voir dans les collèges des jeunes filles qui portent un costume, comme ça qu'il est perçu, différent de celle de leurs copines. Pourquoi vous habillez comme ça? Ben, c'est l'islam, c'est la religion. Et les observateurs et ceux qui analysent la société voient un changement. Nos parents étaient pratiquants comme ils pouvaient, mais là, nous, la deuxième génération qui normalement
ne devrait avoir d'islam et de musulmans que le nom, le prénom et la façade. Ouais, on est typé, comme on dit. Bon allez, vous voulez quoi? Vous voulez le Hanna? La main de Fatma? Mais ça suffit. La circoncision aussi, n'oubliez pas. Non, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une jeunesse musulmane pratiquante, mais d'un niveau de pratique supérieur. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'elle revendique des droits. C'est-à-dire, elle commence à exprimer une certaine fierté d'appartenance à quoi? À sa religion. Et on est quand même en France. Pays laïque? Non. Pays, pour beaucoup, anticlérical, allergique à la religion dans la société. Je veux bien que tu sois musulman, mais chez toi, dans ta mosquée, pas dans la rue, encore moins à l'école. Ah, j'ai oublié de vous dire. En 79, il va quand même se passer quelque chose sur Terre qui va avoir un impact sur nous en France. C'est la fameuse révolution iranienne. Les médias commencent à en parler. Et moi, je me souviens, on était gosses à l'époque, on avait 15 ans. Pour la première fois, à la télévision française, on voit des musulmans. On entend des gens qui disent Allahu Akbar. Bon, c'est vrai que la révolution iranienne et les Iraniens ont été diabolisés dès le début, mais ça laisse quand même un impact sur nous. Demandez à vos parents, vous verrez. Fin des années 80, on est en 90, les mosquées, l'enseignement islamique dans les mosquées commence à donner du résultat sur la jeunesse. Ouais. Et la question du foulard, ouais, elle est révélatrice. L'islam maintenant se voit. Il va y avoir une réaction terrible de la part de qui? De gens qui sont allergiques à la religion, pas seulement musulmane, hein, mais même chrétienne ou autre, et qui vont se focaliser sur quoi? Sur l'islam. Et l'islam devient pour eux le danger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des plans. Ils avaient un stratagème. C'est que la deuxième, la troisième, la quatrième génération abandonne la religion de la première génération, celle de nos parents, et la culture. Malheureusement, pour ces gens-là, la machine est grippée. On va à l'école et on sort de l'école tout en étant musulman et on revendique notre identité spirituelle musulmane et en plus on est cultivé, on est diplômé. Ça dérange des gens. Et il faut s'attendre au pire. 90, l'Algérie. Pour la première fois, les Algériens peuvent voter librement. Et ils vont voter pour un parti qui s'appelle le FIS, le Front Islamique du Salut. Ils gagnent les élections à 80%. Le minimum, c'est de respecter le choix du peuple. Mais on va punir les Algériens pendant 10 ans parce qu'ils ont fait le mauvais choix, ils ont choisi l'islam. S'ils avaient choisi le communisme, le socialisme, tous les ismes possibles, même le satanisme, on aurait applaudi la démocratie algérienne et on aurait mis en exergue le peuple algérien qui sait voter pour le satanisme. Mais comme il a voté pour l'islamisme, il va le payer, ça va lui coûter cher. Et c'est la répression en Algérie. Et ça va avoir un impact sur nous en France. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon allez voir les archives. Il va y avoir des attentats en France, hein, dans le métro. L'affaire Kalkoul, ce jeune musulman de la banlieue lyonnaise assassiné en direct. Rahimahullah. Des morts dans le métro parisien. Qui est derrière? Le diable. C'est qui le diable? L'islam. Vous entendez? L'islam, pas les musulmans. Si, au début on dit ce sont les GIA, les groupes islamiques armés. Ouais, c'est le fils.
Comme aujourd'hui on dit Al-Qaïda. À l'époque, entre 90 et 2000, c'était GIA, c'était pas Qaïda. Une fois que la carte GIA n'existait plus, on en a créé une deuxième qui s'appelle Qaïda. Mais au début, on a créé, bon, peut-être que les GIA existaient réellement, mais on a récupéré leur existence. Pourquoi? Pour salir, combattre l'islam, non pas en Algérie, mais en France, et en Occident, et dans le monde entier. On dirait, subhanallah, qu'à partir des années 90, il y a une volonté de la part de certaines personnes, on ne va pas les identifier pour l'instant, de quoi? De combattre tout ce qui est musulman de près ou de loin. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. La pression médiatique est terrible. Vous savez ce qu'on subit aujourd'hui? On a commencé à le subir dès les années 90 avec ce qui se passe en Algérie. Donc, attentats, chaque fois qu'il y a quelque chose en France, c'est d'abord l'islam, les musulmans, même si après on découvre que ce n'est pas un musulman. Très bien, j'ai envie de dire, et alors si un musulman commet un attentat? Condamnez-le, jugez-le, et je suis le premier, moi, musulman, à juger toute personne qui commet une injustice, musulman ou pas musulman. Mais pourquoi faire ce qu'on appelle... pourquoi développer ce principe de responsabilité communautaire? Et quand un musulman fait une bêtise, tous les musulmans sont responsables. C'est de l'injustice, vous êtes bien d'accord? Ben, c'est ce qui va se passer en France. Ouais. C'est pas quand un musulman fait quelque chose de condamnable en France, on condamne la communauté musulmane, on la responsabilise, et par ricochet l'islam est à l'origine, puisque c'est la faute du Coran. Si les musulmans se comportent comme ça, non. Tout ce qui va se passer dans le monde de mal sera imputé à la communauté musulmane française. C'est la même chose dans les autres pays européens. Mais la France, c'est quand même important. Et ce sont les médias qui surfent sur cette vague de ce qu'on va appeler et ce qu'on appelle maintenant l'islamophobie. Ouais. La peur de l'islam, ce qui mène à la haine de l'islam. Ouais. Et comment on justifie cette peur et cette haine? De la façon suivante. Certains disent il y a trop de musulmans en France. Allez, comme s'il y avait des quotas. Ouais. Je veux bien qu'on dise il y a trop d'immigrés en France. Parce qu'un immigré, c'est quoi un immigré? C'est quelqu'un qui vient de l'étranger pour travailler en France. C'est ça? La majorité des immigrés viennent parce qu'ils ont faim. Ils veulent une situation économique meilleure que celle de leur pays. Je veux bien dire il y a trop d'immigrés parce qu'on a 5 millions de chômeurs, il faut arrêter l'immigration, on donne du travail aux Français et après, si il reste du boulot, on ouvre les portes à qui on veut. Mais ça veut dire quoi il y a trop de musulmans en France? Ça veut dire l'inquisition. Ce qui me dérange, c'est pas que tu manges mon pain, c'est ce que tu penses. Ça s'appelle l'inquisition. Je te déclare la guerre parce que tu n'es pas comme moi. C'est pas que tu n'es pas comme moi physiquement, parce que les convertis posent problème aussi. Vous n'avez pas vu l'année dernière des convertis strasbourgeois? Le problème, c'est les convertis maintenant pour ces gens-là. Donc ce qui les dérange, c'est le fait que tu sois différent. On se croirait, subhanallah, à l'époque de quoi? Des guerres de religion, protestants, catholiques, avant avec les Cathares, les Albigeois, la guerre de religion. On a déclaré la guerre à une communauté parce qu'elle a une religion différente de la nôtre. Attendez, je sais pas, moi j'étais à l'école, la déclaration des droits de l'homme, c'est ça, non? La Constitution, tout ça, on l'a appris. La liberté de conscience, non. Désormais, tu es musulman, donc tu es suspect. Tu es dangereux. Donc, pour certains, il y a trop de musulmans en France. Ouais. Alors, on fait quoi avec ce trop-plein de musulmans? Ben, on les renvoie chez eux. Ou, vous êtes prêts? Nous allons vous dire
ce que vous devez pratiquer de votre religion, ce que vous ne devez pas pratiquer. En fait, il y a trop de musulmans pratiquants en France. Et ce qui nous dérange, c'est la visibilité de votre religion. La preuve, ils disent, il y a trop de mosquées en France. Ben non, les musulmans ne sont pas des tarés. S'ils font une mosquée, c'est parce qu'ils en ont besoin. Ils n'ont pas d'argent à gaspiller. La preuve, tu fais la mosquée, elle devient trop petite 6 mois plus tard. C'est qu'il y a un réel besoin. On ne fait pas des mosquées parce qu'on a envie de les faire. Non, il y a trop de mosquées. La preuve, la question des minarets, elle parle d'elle-même. Qu'est-ce qui dérange dans le minaret? Pourtant, on devrait être content quand il y a des mosquées, des minarets, ça fait marcher le bâtiment. Et quand le bâtiment marche, tout va bien. Non, le minaret, il est quoi? Il est visible. Il a l'air de dire, faites une mosquée, mais elle doit être invisible. Ah bon, je te dérange parce que je suis visible? C'est grave quand même. Pourtant, moi, tu ne me déranges pas. Toi, l'athée, le chrétien, le juif, l'agnostique, vous ne me dérangez pas. Visible ou pas visible, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut et d'agir à la lumière de ses croyances dans le cadre légal de la loi. Non. Trop de musulmans. Deuxièmement, les musulmans pratiquants, donc visibles, dérangent. Donc, nous allons vous expliquer ce que c'est que l'islam. On va ramener des spécialistes non musulmans. Et vous inquiétez pas, nous avons aussi des spécialistes musulmans qui vont nous prouver A plus B que vous, là, vous, donc je vous montre du doigt, là, vous, qui êtes à la mosquée, qui pratiquez, qui faites le jeûne, la prière, vous avez mal compris l'islam. Nous, intellectuels, musulmans, laïcs, intégrés, assimilés, nous avons la bonne définition et compréhension de l'islam. D'ailleurs, votre islam, c'est un islam islamiste, intégriste, fondamentaliste, donc terroriste. Et subhanallah, je me souviens, les débats dans les années 90, on nous ramenait des musulmans pour dire « Ah non, le foulard n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est une invention des islamistes. » Donc, trop de musulmans, l'islam visible dérange et nous allons le combattre. Et nous le combattons comment? Via la pression médiatique qui est psychologique pour pousser les musulmans à quoi? Soit à s'éloigner de la pratique parce que celui qui pratique va avoir des conséquences négatives. Regardez la jeune fille qui veut porter son foulard, si elle veut le garder, elle doit faire un choix entre l'école et le foulard. Le foulard et le travail, c'est l'un ou l'autre, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, éloigne-toi de la pratique. Et bientôt, on va passer à la prière, quoique ça existe déjà. Ouais. Demain, on va passer au jeûne du mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, des jours de foot. Ah, tu pourras pas jouer si tu jeûnes. Bah, écoute, je suis capable de jouer et de jeûner. Non, même les centres aérés, tu ne peux pas t'occuper des enfants parce que tu jeûnes. Vous avez vu? Tout doucement, sous prétexte d'hygiène, de sécurité, sous prétexte, parfois des prétextes qui peuvent être vrais quand on prend des cas particuliers, mais on généralise et on dirait que l'objectif c'est de pousser les musulmans à pratiquer le moins possible de leur religion. Autrement dit, pousser les musulmans à avoir une pratique invisible. En fait, je vais vous le dire de manière claire, pousser les musulmans à être laïcs. Pas au sens politique du terme, au sens religieux. C'est-à-dire ta religion dans ta tête, dans ton cœur. Point à la ligne. Et à la rigueur, de temps en temps, à la mosquée, de manière discrète. En fait, je peux vous le dire autrement, vous citant des versets du Coran. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas que les musulmans soient des pratiquants. Ils sont jaloux, ça les dérange, ça les gêne.
Ouais. C'est bizarre. Pourtant, je suis libre. Et normalement, plus un musulman comprend et pratique sa religion de manière intelligente et juste, plus il est bon, généreux, ouvert, tolérant, etc. C'est pas parce qu'il y a parmi nous des brebis galeuses que toute la communauté musulmane doit être condamnée, on doit jeter l'anathème sur cette communauté. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans les années 90-2000, deux types de musulmans, les musulmans civilisés, laïcs, et généralement qui pratiquent le minimum, et les musulmans islamistes, intégristes, fondamentalistes. Vous avez vu, on a créé cette dichotomie. À partir de 2001, là, ils mettent le paquet. Sur quoi? Sur la communauté musulmane, pas en France, mais dans le monde entier. Le 11 septembre, le tournant, début du 3e millénaire. Ouais. Ils sont là, ils sont partout et ils sont dangereux. D'accord? Comment les identifier? S'il a la barbe, s'il a un foulard, ça c'est sûr et certain, mais les pires, ce sont ceux qui n'ont pas de barbe et celles qui n'ont pas de foulard. Ils sont plus visibles, c'est quoi le problème? Non, ce sont des cellules dormantes, ouais, qui un jour ou l'autre vont nous exploser au visage. Et là on vous sort des théories. L'islam est incompatible avec la République française. Ah bon? Je ne peux pas être musulman et vivre en France? Ben, écoutez, c'est quand même moi qui décide si oui ou non je peux être musulman tout en étant français. Et moi je me considère comme musulman épanoui tout en étant français. Non, l'autre décide à ta place, sous prétexte que ton Coran n'est pas compatible avec la République, parce que dans ton Coran tu as telle et telle et telle chose. Et vous vous rendez compte jusqu'où va la bêtise pour diaboliser l'islam et la communauté musulmane? Vous n'avez pas vu tous les débats sur la lapidation? Regardez le professeur Tariq Ramadan, toujours la même question, la lapidation. Ouais. Et comme si en France c'était le Coran qui était la source du code pénal français. Mais non, en France c'est la loi de la République. Donc les musulmans pratiquent de leur religion le rituel, la morale. Tout ce qui est loi, ils ne le pratiquent pas puisqu'ils ne sont pas dans un pays musulman. C'est pour cela, je reviens à ce qui s'est passé dans la communauté musulmane. Écoutez bien. Si nos parents avaient l'intention de rentrer et à la fin ils se sont enracinés, sédentarisés, sachez que nous, 2e, 3e et 4e génération, ça n'a jamais effleuré notre esprit. Alors, on s'est considéré comme musulmans et français en même temps, et on a tout fait pour pouvoir assumer cette double identité, l'identité spirituelle religieuse et l'identité culturelle et intellectuelle française. Et on y arrive, alhamdulillah. Mais sachez que certains musulmans dans la communauté musulmane, déjà à cette époque et encore aujourd'hui, pensent qu'il est impossible d'être musulman et français en même temps. À cause de quoi? À cause de leur compréhension de la religion qui pour eux exclut le fait d'avoir une autre identité culturelle que celle des musulmans dans les pays musulmans. Pour eux, un musulman, c'est celui qui vit dans un pays musulman. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu vis dans un pays non musulman. C'est impossible. Tu dois quitter. On nous a bassinés avec l'histoire de la hijra. Et tu dois quitter la France pour pratiquer ta religion comme il se doit et aller dans un pays majoritairement musulman.
Donc c'est leur compréhension de la religion qui les met dans cette posture intellectuelle, psychologique et spirituelle. Résultat, ces gens-là sont ni français, culturellement, économiquement, politiquement, ni musulmans, comme ils le prétendent, puisqu'ils sont toujours en France, ils ne sont pas partis. Et puis vous avez une autre catégorie de musulmans qui, eux, pensent que ce n'est pas possible d'être musulman et français en même temps, pas parce qu'ils ont une compréhension de la religion comme les premiers, mais parce qu'ils pensent que la France ne les aime pas et ne veut pas d'eux. Quand je dis la France, c'est la France, nos institutions politiques, intellectuelles et médiatiques. Et par ricochet, les non-musulmans ne les aiment pas et ne veulent pas d'eux. Ils pensent cela à cause de quoi? À cause, et on va l'appeler comme ça, à cause du traitement médiatique de l'islam, injustifié. Bon, je vais vous le dire autrement, à cause de cette guerre contre l'islam et les musulmans, à cause de cette islamophobie développée et entretenue. Et ces musulmans qui pensent comme ça et qui agissent et qui réagissent de cette manière, ben c'est vous. Oui, c'est vous. Tout à fait. C'est vous. Vous êtes musulman, vous avez bien compris l'islam, vous êtes épanoui dans votre compréhension et pratique de la religion, mais en même temps, vous avez une peur bleue de ce qui va se passer demain à cause de tout ce que vous entendez et vous voyez aujourd'hui. Vous avez peur. Vous n'êtes pas apaisé. Vous êtes même crispé. Et cette peur et cette crispation vous poussent à vous retrancher. Dans quoi? Dans des zones. On vit entre nous. Vous savez, les banlieues, la mosquée. On ne se mélange pas avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on pense que les autres c'est des non-musulmans, ne nous aiment pas, voire nous détestent. Ah, c'est obligé qu'ils nous détestent et qu'ils ne nous aiment pas. Tu n'as pas vu l'émission télévisée? En fait, on tombe dans l'essentialisme. Parce que sur Internet, on a écouté quelqu'un qui vomit sur l'islam et les musulmans, on croit que tout ce qui lui ressemble, physiquement, c'est ça, pense comme lui. Bon, c'est presque du racisme. Il y a un arabe qui m'a volé mon iPhone, tous les arabes sont des voleurs de iPhone, c'est ça? Il y a un arabe qui a volé une fille dans le métro, tous les arabes sont des violeurs de filles dans le métro. Mais écoutez, on fait la même erreur. Il y a un non-musulman, un Français, Gaulois, blanc, qui dit du mal de l'islam et qui pense du mal de l'islam ou qui a agi. Ouais, il a fait un tag sur une mosquée, sur le mur d'une mosquée, il a jeté des tranches de jambon dans la boîte à lettres de la mosquée. Ouais. Tel maire de telle ville décide de raser la mosquée. D'ailleurs, comme c'est le cas à Mantes-la-Ville, les musulmans ne sont pas allés voter. Le Front National a gagné les élections à Mantes-la-Ville. Les musulmans avaient le projet d'achat d'un local pour en faire une mosquée. Le maire annule l'achat et en même temps, il décide de démolir le pavillon que les musulmans ont actuellement et qu'ils utilisent comme mosquée. C'est-à-dire, au final, ils n'auront plus rien. Ni ce qu'ils ont actuellement, le pavillon, ni le projet. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, la communauté musulmane de Mantes-la-Ville et de la France tout entière commence à quoi? À fabuler, à croire que tout le monde les déteste et tout le monde veut leur peau. Et ils flippent et ils ont peur et ils font un rejet. Un rejet de quoi? Un déni de leur identité française, de leur culture française, un déni de leur pays.
on n'est pas chez nous, ils ne veulent pas de nous, ils ne nous aiment pas, ouais, on va retourner au bled, regardez jusqu'où on va, des non-sens retourner à un endroit dont tu n'es jamais venu. Et quand j'entends des jeunes musulmans qui disent « je vais acheter un appartement au bled », je me dis c'est bon, les ennemis de l'islam ont gagné. Ouais. Quand je vois des jeunes, quand il y a un mariage, qui sortent les drapeaux algériens, marocains ou tunisiens, je dis les ennemis de l'islam ont gagné. Oui, ils ont gagné. Pourquoi ils ont gagné? Parce que leur hantise, les ennemis de l'islam, c'est que vous soyez de vrais Français musulmans. Nos parents ne les dérangent pas. Vous savez pourquoi nos parents ne les dérangent pas? Parce qu'ils ne sont pas français. Vous les dérangez. Parce que vous avez la capacité à la fois de vivre votre religion et votre identité française. Et en plus, vous êtes né ici, vous êtes chez vous, donc vous allez mourir ici. Donc, si vous restez comme ça et vous pensez comme ça, vous allez bientôt vous asseoir à la table des négociations. C'est-à-dire, vous allez quoi? Vous allez faire partie de l'échiquier politique, économique, médiatique. Et il y en a, ils n'en veulent pas parce qu'ils sont racistes, islamophobes, xénophobes, ou tout simplement parce qu'il y a, vous savez, les chaises musicales, ça vous dit quelque chose? Hein, il y a 5 chaises, il y a 7 prétendants. Il y en a 2 de trop. C'est qui les 2 de trop? Ben, c'est les derniers arrivés. Qui sont les derniers arrivés? C'est vous. Donc, écoutez bien. 2114, comme a dit le frère, sera à la lumière de ce que nous sommes et ce que nous pensons aujourd'hui. Si on est musulman, on est fier d'être musulman, et quand je dis musulman, c'est l'islam du juste milieu, vous entendez? Un islam de paix, d'amour, d'ouverture, de tolérance, un islam de souplesse, de facilité, un islam rationnel, intelligent. Si vous êtes musulman et fier d'être musulman, et si en même temps vous êtes français et fier d'être français, car la France est un beau pays, la France est un des plus beaux pays au monde, où il fait beau vivre. La preuve, il y en a beaucoup qui veulent venir s'installer. Et la preuve, on est bien chez nous. Ce qui ne veut pas dire que la France est parfaite. Il y a des choses qui ne vont pas en France, mais il faut les corriger. Et non pas renier son identité nationale. Si vous êtes musulman et fier de l'être, et vous êtes français fier de l'être, 2114, vous savez, ça sera quoi? Ça sera la France qui va encore beaucoup plus rayonner. Vous aurez des gens qui vivront ensemble dans la fraternité humaine, l'acceptation de la divergence et de la différence. Et vous savez ce qu'on va faire, nous, Français musulmans? On va développer notre pays encore plus. Et on va tout faire pour que la France soit meilleure, parce que c'est notre pays. Et on va bosser comme nos parents travaillaient. Nos parents ont construit la France, nous n'avons pas le droit de la détruire et de la laisser faner. Nous allons être une plus-value. Vous entendez? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je m'arrête ici, dit à ses compagnons, habillez-vous bien, mettez-vous sur votre 31, ouais, lavez-vous, coiffez-vous, habillez-vous bien, parce que vous allez rencontrer vos frères. Ils étaient en voyage. Soyez comme un grain de beauté, ouais, parmi les gens. Le propre du musulman et de la communauté musulmane, c'est d'être un grain de beauté là où elle se trouve. Vous avez entendu? Donc, nous sommes musulmans, nous sommes optimistes. Il y a plus de côté positif que de côté négatif, mais il faut parler de ce qui ne va pas. Et il y a 2 choses qui ne vont pas en France aujourd'hui, ce sont les extrêmes.
Les musulmans qui pensent et qui vivent l'islam de manière extrême, allez, je vais utiliser le mot de manière extrémiste, et des non-musulmans qui pensent que l'islam est une religion extrémiste, donc dangereuse. On a un problème avec ces deux extrêmes. Vive le dialogue, vive l'échange, vive cette règle d'or qui dit il faut s'entendre et s'entraider sur ce qu'on partage. Et les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, il faut se respecter et s'accepter avec nos différences. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. À vous la parole, si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions. N'oubliez pas qu'on est en France, c'est la liberté d'expression. Du moins aujourd'hui, on ne sait pas demain ce qui va se passer.